Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu d'étrangers. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un de nos frères qui m'a fait une remarque. Cette remarque a attiré mon attention et j'ai tenu à en parler avec vous tous, à être plus clair là-dessus, pour que nous puissions nous entendre. C'est vrai que j'élargis un peu le débat, mais le sujet est tellement important qu'il a soulevé que ça vaut la peine d'en parler dans une vidéo particulière. Alors, ce frère ou cette sœur me disait que le problème numéro 1 de l'Afrique, c'est la corruption des dirigeants africains. Vous voyez, le problème numéro 1 de l'Afrique, c'est les dirigeants. Il me dit, moi, je dois savoir ça. Et pourquoi je vous en parle? Parce que justement, je pense que le problème numéro 1 de l'Afrique, ce n'est pas la corruption. Justement, ce n'est pas la corruption. La corruption est un fait, mais il n'est pas la cause essentielle et fondamentale. Et je vais vous le démontrer en quelques mots. Ne vous inquiétez pas. Les Occidentaux veulent nous faire croire que le problème numéro 1, c'est la corruption. Puisque le problème numéro 1, c'est la corruption, alors nous, on doit s'attaquer à nos dirigeants. Qui, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, hein, non, je ne prends pas part. Écoutez bien, ne vous laissez pas avoir n'importe comment. Je ne dis pas, et je ne dirai jamais, que ces dirigeants-là ne sont pas corrompus, qu'ils sont sérieux. Non, au contraire, ils sont très, très, très corrompus. Mais je dis que la corruption, c'est un fait mineur par rapport à ce qui se passe, par rapport à la réalité. Mais eux, les Occidentaux, eux, les intellectuels occidentaux, dans les écoles occidentales, quand vous discutez avec leurs spécialistes, ils vont vous faire croire que le problème numéro 1, c'est la corruption. Vous avez vu au Mali, ils disaient que non, c'est la faillite de l'État qui a créé le terrorisme. Parce que l'État n'est pas présent, donc les terroristes doivent venir. Oh, depuis quand? Depuis quand? Mais avant là, des années plus avant, des centaines d'années avant, l'État n'était pas là. Il y avait le terroriste. Le terrorisme est né où? Il est né pas chez eux. Donc, ils nous font voir, hein, si vous voulez, le résultat. Et nous, on est mal barrés lorsque nous regardons ce résultat sans voir ce qu'il y a derrière le résultat. Et c'est ça l'objet même de la science politique. Quand j'ai étudié la science politique, le plus grand conseil que mon professeur, mon directeur de thèse, hein, quand je faisais ma thèse de doctorat, m'avait dit, ce qui compte en politique, ce n'est pas ce qu'on vous dit, ce que vous voyez. Ce que les hommes politiques vous disent là, ce n'est pas ça. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. C'est ça le plus important. On nous fait croire, on nous dit que la corruption est le problème numéro 1. Mais on ne nous dit pas qu'eux, ils sont derrière, ce sont eux qui tirent les ficelles, ce sont eux qui tirent les plus gros profits. Je veux vous prendre des exemples. Regardez le Rwanda. Le Rwanda attaque le Congo. Ça fait déjà 15 millions d'habitants.
C'est comme si on détruisait l'équivalent de la population, je crois, du Rwanda, comme si on faisait disparaître le Rwanda de la carte. 15 millions. Le Rwanda lui-même, il compte autour de 16 millions. Il en a tué, Kagame en a tué 15. Et nous voyons que c'est Kagame, puisque c'est les troupes rwandaises qui rentrent au Congo pour aller tuer, commettre des forfaits. C'est Kagame qui déclare la guerre. Là, il vient de déclarer la guerre sur BBC. Non, je dois occuper, en une semaine, je peux occuper les plus grandes villes du Congo démocratique. On ne voit pas que derrière, c'est Anthony Blinken qui est là. C'est Joe Biden qui est là. C'est Antonio Guterres qui est là. C'est Emmanuel Macron qui est là. Tous les pays occidentaux. Depuis que les patriotes congolais se sont levés pour dire « nous allons sauver notre pays », s'il faut mourir, nous allons mourir pour notre pays. Eux, ils s'inquiètent. Ils ont tous appelé Kagame pour dire « il faut que tu agisses ». Kagame, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il dit? « Donnez-moi les armes pour aller commettre encore plus de crimes. » Et il est content, il est fier. Mais nous voyons que Kagame, on ne voit pas. Et vous comprenez, quand vous voyez ça, vous savez que non, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est en train de se préparer. L'Union européenne a envoyé toute une délégation qui est allée au Congo-Brazzaville. Là, il y a 3 jours, le 10 novembre dernier. Ils ont discuté avec le Congo-Brazzaville, ils ont signé des accords pour rapatrier les ressortissants congolais quand il y aura la guerre. Quand Kagame va envahir les villes du Congo démocratique. Et voilà, et tout le monde, on s'attache à Kagame, mais on ne voit pas les Occidentaux. Quand on va commencer à les voir, là, vous allez voir qu'ils vont reculer. Parce qu'on aura compris leur jeu, nous saurons comment il faut traiter Kagame et comment il faut les traiter. Mais si nous, on s'attaque à Kagame, ben, c'est de la poudre aux yeux. Les exemples sont multiples, les gars. Bernard Kouchner, avant qu'il ne soit ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Ce même Bernard Kouchner que j'ai détruit sur le plan intellectuel quand je faisais ma thèse. C'était lui qui avait inventé le droit d'ingérence. Je suis venu détruire cette thèse-là d'une manière où il n'a pas pu se relever malgré le parterre des professeurs qui l'entouraient. Bernard Kouchner est allé au Congo et au Gabon, à la demande de Bongo et de Sassou Nguesso. Pas Bongo le fils, le père, à l'époque. Il est venu pour créer un système de sécurité sociale dans ces deux pays. Et il était payé en millions, je dis bien millions d'euros par mois. Bernard Kouchner, là. Allez-y au Gabon, allez-y au Congo, demandez s'il existe un système de sécurité sociale. S'il y a la sécurité sociale. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu prendre le système de sécurité sociale de la France et puis venir le déporter en Afrique, au Congo et au Gabon. Ce qui ne peut pas marcher. On n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes circonstances. Nous n'avons pas des pays que nous partons piller. Donc ce n'est pas la même chose. Il n'y a rien. C'est de l'argent qui s'est volatilisé. Qui est plus corrompu? Ce n'est pas lui, Bernard Kouchner, là, qui est le plus grand. Mais personne ne le voit. On accuse Sassou Nguesso, on accuse Omar Bongo. Mais personne ne le voit, lui, Bernard Kouchner, qui a dilapidé le trésor à la fois du Congo et du Gabon. C'est pas tout. C'est pas tout, les gars. Le Congo est reconnu comme étant le pays le plus pauvre. Hein? Pays très endetté, machin. Et on annule la dette du Congo. On remet les compteurs à zéro. Le Congo, même l'année qui suit, commence à avoir des excédents budgétaires. 14 000 milliards. Sassou Nguesso dit, ça là, on va réserver ça pour les générations futures. Écoutez bien, bon, ça a disparu depuis, mais je vais vous montrer comment c'est parti. Pour les générations, 14 000 milliards. Donc, ça devrait continuer.
Sassou Nguesso commet l'erreur de faire venir Dominique Strauss-Kahn, qui après ses déboires sexuels va se retrouver au chômage. Sassou Nguesso le recrute pour lui donner des conseils parce que c'est lui, il a été directeur général du Fonds monétaire international. Donc c'est un cadre, c'est une référence. Le gars est venu au Congo. Il était carrément dans le village de Sassou, hein, à Oyo, il était là-bas. Ce que je vous dis, ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est-à-dire que vous pouvez penser comme vous voulez, que ce soit du côté de Sassou, que ce soit de votre côté ou du côté des Français. Moi, je m'en fous, ce sont des faits. Vous pouvez les vérifier. Alors, il va voir Sassou, il travaille avec Sassou et tout. 3 ans plus tard, on apprend que le Congo est à une dette insoutenable. 117% de son PIB. Monsieur était payé par millions. Et oui, sa facture, c'était des millions. Comment vous expliquez ça? Qui est corrompu? C'est Sassou ou c'est lui? Ou c'est la France? Ou c'est le FMI? Qui est corrompu? Vous voyez? Donc, il y a un problème là. Le FMI est rentré en Afrique dans les années 80. Avec les Alassane Ouattara, là. Ils étaient fiers. C'est pour ça qu'on l'avait recruté. Quand on l'a recruté, les gens ont vu, bon, c'est un Africain, c'est notre frère, donc on peut faire confiance au FMI, on va se lancer dans cette affaire-là. Tous les pays africains ont plongé. Et tous les pays africains ont coulé. Ils se sont noyés. Vous allez dire que c'est quoi? Ce sont eux? Non. Il y avait des entreprises, que ce soit au Mali, en Guinée, au Congo, au Gabon, au Cameroun, des entreprises qui fabriquaient les tissus, qui fabriquaient ceci. Tout ça, quand le FMI arrive, disent privatisez-moi ça. On privatise, on privatise, on privatise. Ceux qui viennent privatiser, acheter, ils achètent et puis ils tuent carrément l'entreprise. Et ils s'en vont. Ils ne laissent pas des capitaux, rien. Ils ont acheté, c'est pour eux maintenant. Et ils ne vous donnent pas l'argent, ils vous donnent seulement des papiers. Il achète, un autre achète chez lui, un autre achète encore, vous êtes même perdu, vous ne savez plus quoi faire. C'est comme ça que toutes les entreprises de l'Afrique ont disparu. C'est comme ça. C'est pas la corruption. C'est un système qui est fait pour que nous, on ne puisse pas nous développer. Maintenant, on cache ça derrière la corruption, puisqu'il y a la corruption, ça c'est vrai, c'est un fait. Il y a la corruption des dirigeants. On le voit, les biens mal acquis, des trucs comme ça. Moi, je ne soutiens pas les biens mal acquis, parce que je pense que c'est une affaire des Africains, c'est aux Africains de poursuivre les gens. Mais eux, ils se disent que, bon, ils ont des droits, ils le font de toutes les façons. C'est la faute à nos dirigeants d'aller investir chez eux. S'ils n'étaient pas partis acheter des maisons là-bas et autres, il n'y aurait pas ce problème. Bref, nous voyons ce que nous voyons, de telle sorte que nous, on peut accuser nos dirigeants. C'est comme ça qu'on a raté les conférences nationales souveraines en Afrique. Toutes les conférences nationales souveraines ont échoué à cause de cette vision. On a vu nos dirigeants, on n'a pas vu ceux qui sont derrière ces dirigeants. Ils ont tout manipulé, ils ont tout manigancé. Et quand vous regardez ceux qui parlaient à ces conférences nationales souveraines, après ils sont devenus plus corrompus que ceux qui étaient là les précédents, les prédécesseurs. Pour la plupart en tout cas. Ils ont insulté ceux qui étaient là parce qu'ils avaient envie du pouvoir. Et c'est ce que les autres leur avaient promis. Vous faites ça, vous allez voir, vous allez prendre le pouvoir. On les a soutenus, ils ont pris le pouvoir. Et dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont fait pire que les autres. Ils ont fait pire. Ce n'est pas la corruption qui est le problème numéro 1. C'est le manque de souveraineté. Parce que nous ne sommes même pas capables, nous n'avons même pas le droit d'avoir nos politiques. En Afrique francophone, notamment, notre frère là a souligné le problème de l'Afrique francophone. En Afrique francophone, nous n'avons même pas de monnaie. Tout ce que nous vendons, la France prend cet argent, au moins 75%. Mais qu'est-ce que la France a à voir avec nos biens? Voilà la cause de notre sous-développement. Il n'y a pas que les dirigeants. Je ne prends pas part de nos dirigeants parce qu'ils sont incompétents, ils sont carents. Vous voyez quelqu'un qui est là 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous ne voyez rien qui change.
Rien de particulier. Le pays est toujours pauvre, alors qu'il a tous les pouvoirs. C'est un pouvoir présidentiel chez nous en Afrique, dans la plupart des pays. Il a tous les pouvoirs, mais c'est parce qu'il est incompétent. Mais quelque part, il n'y a pas que lui. Et la cause essentielle, ce n'est pas lui. Regardez, Thomas Sankara, quand il arrive, il veut faire le travail. On le met en conflit avec Blaise Compaoré. Qui le met en conflit? C'est François Mitterrand. C'est ça, c'est François Mitterrand. Qui crée la guerre de 97? Nous accusons Sassou Nguesso. Oui, il a pris les armes, il s'est battu avec son frère Pascal Lissouba. Mais qui était derrière? Qui a imposé cette guerre? Qui a imposé cette guerre? C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac. À cause de quoi? Parce que Lissouba ne lui avait pas donné l'argent. Lissouba ne l'avait pas corrompu. Vous voyez? Donc, c'est ça le grand problème de l'Afrique. C'est pour ça que la trajectoire que prend le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Centrafrique, c'est une trajectoire à soutenir. Parce que ça entraîne le multipartisme. La corruption, là, même dans leur pays, il y a la corruption. Vous ne savez pas que Emmanuel Macron est corrompu? Attendez, vous ne savez pas qu'Emmanuel Macron est corrompu? Alors c'est moi qui vais vous apprendre ça. Vous ne savez pas que Joe Biden est corrompu? Joe Biden, le président américain, le plus grand président du monde, vous ne savez pas qu'il est corrompu? Si vous ne savez pas, en tout cas, je vous l'apprends. On étouffe, ils sont en train de tout faire pour étouffer les procès contre Joe Biden. On a vu des choses horribles dans l'ordinateur de son fils. Horrible, jusqu'à la pédophilie, jusqu'à... et tout dedans. Donc pourquoi chez nous, ça va affaiblir nos pays? Chez eux, ça n'affaiblit pas leur pays. Donc le problème n'est pas celui-là, ce n'est pas la cause numéro 1. Nous devrons nous battre pour obtenir notre souveraineté, pour obtenir le contrôle de nos matières premières, pour avoir notre monnaie à nous et pour être capable d'assurer notre sécurité. Ça me ramène à quoi? Ça nous ramène à la souveraineté politique, économique et la souveraineté sécuritaire, la défense. Et ça, pour en arriver là, nous devrons changer de partenaire. Nous devrons opter pour la multipolarité. Voilà ce qu'il nous faut. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 les amis, je vous aime tellement. Je ne peux pas parler de ça. Non, je ne peux pas inciter à la violence entre nous, Africains. Hein. Ce sont eux qui présentent nos dirigeants comme étant des monstres et eux qui forment nos dirigeants à devenir des monstres, qui soient toujours cachés afin que nous puissions nous battre entre nous. C'est ce qu'on appelle la guerre civile. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.